Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 5 février 2020, bienvenue sur le plateau de l'invité de H. Depuis plus d'un mois, le monde entier vit sous la menace ardente d'une épidémie mortelle. Il s'agit du coronavirus repéré dans 27 pays dans le monde et principalement en Chine où il s'est déclaré. Selon l'Organisation mondiale de la santé, nous ne sommes pas encore à l'étape d'une pandémie. Les chiffres restent pour le moins alarmants. 24 500 cas d'infections ont été confirmées à travers le monde et 492 morts enregistrées jusqu'ici, dont seulement 2 en dehors de la Chine. Parmi les personnes infectées, un Camerounais âgé de 21 ans seulement. Ce dernier était étudiant dans une université chinoise, un cas qui interpelle la nation, qui interpelle donc les ressortissants camerounais de ce côté-là. Ils ont par ailleurs écrit une lettre au chef de l'État pour déplorer l'inertie du gouvernement face à la montée en puissance du phénomène dans la République populaire de Chine. Au moment où d'autres pays prennent en charge leurs ressortissants, les Camerounais de la Chine ont tendance à se sentir oubliés par leur gouvernement. Si le Cameroun reste pour le moment épargné de l'épidémie du virus chinois, le pays compte mettre sur pied une série de mesures visant à barrer la voie au coronavirus sur son territoire. Pour évaluer ces différentes mesures et proposer des pistes de réussite, nous recevons ce soir le docteur Albert Zeu. Il est économiste de la santé, par ailleurs promoteur de l'Institut de recherche pour la santé et le développement. Albert Zeu, bonsoir. Bonsoir à vous, Cédric. Bonne année et merci de me faire une fois de plus invité de votre émission. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. Je rappelle que vous êtes également auteur. Votre dernier ouvrage, Stratégie de mise à niveau du système de santé camerounais, paraît très prochainement aux éditions de l'IRESAD. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. C'est un travail de longues années aujourd'hui. Oui. C'est un travail qui vise à faire une évaluation, premièrement, sur les différentes politiques de santé déjà élaborées et appliquées au Cameroun depuis les indépendances. Oui. Et pouvoir maintenant donc apporter une solution sur la question pourquoi ça n'a pas marché depuis. Oui. Et c'est en fait le centre de cet ouvrage qui permet donc de répondre à cette question, pourquoi ça n'a pas marché, et de proposer maintenant des pistes de solutions pour que nous puissions avoir désormais des politiques de santé axées sur des résultats probants, et axées également sur des résultats attendus qui sont justement donc palpables et pouvoir être concrets au sein du pays. Et puis maintenant, il faut également dire que cet ouvrage a pour but de donner des outils à ceux qui dirigent ou alors ceux qui sont dans la prise de décision au niveau de notre système de santé, de pouvoir déjà avoir des outils ou alors de la méthodologie pour pouvoir élaborer des politiques de santé qui cadrent justement avec l'environnement socio-économique du Cameroun. D'accord, nous parlerons de santé, mais avant, on fait le tour de quelques questions d'actualité. On parle de cet enseignant, Boris Johnny Tchakounti, vous en avez entendu parler, froidement assassiné le 14 janvier dernier. C'était au lycée classique de Nkolbison par son élève, le jour de ses obsèques à Yaoundé. Ses collègues sont venus lui rendre un vibrant hommage. Ils en ont profité pour exprimer leur frustration. Vous êtes enseignant, j'ai envie de vous demander, est-ce que l'enseignant du secondaire, du primaire et même du supérieur est en insécurité au moment de l'exercice de ses fonctions? Je crois que tout le monde est en insécurité dans l'exercice de ses fonctions au Cameroun. Tout le monde est en difficulté, tout le monde est en insécurité. Ce qu'il faut noter ici, c'est que, premièrement, je vais adresser également une fois de plus de façon officielle mes condoléances à la famille qui a perdu ce valeureux enseignant qui à peine venait de sortir de l'école. Oui. Nous savons tous les sacrifices qu'il faut faire. Je ne vais pas ici entrer dans les sacrifices financiers, mais beaucoup plus dans les sacrifices physiques, psychologiques et temporels que nous faisons généralement pour aboutir à ce niveau. Oui. Donc c'est un événement très malheureux, un incident très malheureux de savoir que lorsqu'on est au bout du tunnel et lorsqu'on voit véritablement déjà un résultat
par rapport aux efforts qu'on a fournis, que nous puissions être arrachés à la vie de cette manière. Mais maintenant, le véritable problème, il s'est posé. On a ce problème d'insécurité dans les établissements. C'est pas, il faut dire déjà que ce n'est pas un problème qui existe aujourd'hui seulement. C'est un problème qui existe depuis des années. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible parce que nous avons déjà les réseaux sociaux, oui. Et puis nous avons déjà des caméras qui sont vulgarisées, des téléphones, des smartphones et tout le reste. Oui. Mais c'est des choses que nous avons vécues même lorsque nous étions un peu plus jeunes dans les établissements secondaires. Je peux revenir ici sur un incident que nous avons eu lorsque nous étions beaucoup plus petits et que le proviseur à l'époque au lycée voulait sortir ce qu'on appelait des clandestins et que il y avait un de nos aînés qui était beaucoup plus âgé, qui était rentré au quartier Aurigny avec le couteau pour en découdre avec le proviseur. Oui. Donc c'est des choses que nous connaissons depuis, mais aujourd'hui il faut avouer que nous avons déjà beaucoup d'outils qui permettent de mettre en évidence ces situations. Moi, ce que j'aimerais dire, et ma position, c'est que l'incident, il est arrivé, comme ça peut arriver n'importe où, dans n'importe quel endroit où nous pouvons nous retrouver. Je continue à dire que je crois fermement que lorsque un incident est arrivé, avant peut-être de revenir sur le système éducatif qu'il faut revoir, on aurait pu certainement sauver ce jeune si on avait réellement écouté ce dont je parle depuis un certain nombre de temps qui consiste à mettre sur pied des véritables unités d'urgence dans des établissements scolaires, vu que la menace, elle est là, l'insécurité est là. Ce n'est pas seulement les enseignants, mais également les élèves qui, chaque jour, nous avons vu également un cas d'un élève qui a perdu la vie pour une simple crise d'asthme. Donc, je me suis rendu au CHU le jour de la mise en bière et j'ai entendu dire qu'il pouvait être sauvé si l'infirmerie était assez bien aménagée. Est-ce que cela ne permettrait pas, comme vous le dites, de reposer sur la table du débat la question du réaménagement, j'allais dire, de ces infirmeries-là au sein des établissements scolaires publics comme privés? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Je dis, et aujourd'hui, il est question de réfléchir sur la véritable mise en place des unités d'urgence. Moi, je les appelle d'unités d'urgence parce que infirmerie revient un peu à ce petit box qui permet juste de gérer des petites blessures, des petites égratignures. Je parle d'unité d'urgence, pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris pourquoi je parle d'unité d'urgence. Nous avons un souci, il y a des gens qui m'ont fait comprendre que non, il faut des infirmeries. Et il y a également les sapeurs-pompiers, les urgences, le SAMU qui existent pour pouvoir transporter des cas beaucoup plus urgents. Moi, je dis, il faut qu'on attrape la réalité par l'école. Il se pose un réel problème dans nos villes. C'est que nous avons des embouteillages. Vous perdez un patient dans l'embouteillage très facilement. Alors que si nous mettons sur pied des véritables unités d'urgence dans des établissements, et je vais même plus loin, moi je fais la proposition dans l'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure, de mettre ces unités d'urgence non seulement dans les établissements, mais également dans les différents carrefours, comme exactement la police l'a fait. Aujourd'hui, nous avons dans les grands carrefours, nous avons des postes de police. C'est pas sorcier, on peut le faire exactement avec des unités d'urgence qui peuvent justement. De quelle taille, de quelle composition, par exemple? Ça reste à définir. Ça reste à définir, mais l'urgence, elle est là. Il faut absolument que nous puissions sauver des vies, parce que lorsque au XXIe siècle, en 2020, qu'on vous dise qu'on a perdu un haut cadre d'administration publique parce qu'il s'est vidé de son sang, ça n'a pas de sens. Et qu'on retrouve également que dans un établissement scolaire où il y a une infirmerie, un élève est décédé de simple crise d'asthme. Ça donne quand même matière à réflexion. Voilà, on parle d'une autre actualité, cette fois-ci politique. Je sais que vous ne faites pas de politique, mais actualité oblige, avec le double scrutin législatif et municipal, entre la campagne électorale et les appels au boycott qui se multiplient désormais sur le terrain. Comment vivez-vous cet avant-scrutin qui est prévu? Le scrutin en lui-même est prévu pour le 9 février prochain. Comment vivez-vous cette période de campagne entre ceux qui battent effectivement campagne et ceux qui appellent les populations à ne pas se rendre aux urnes? Je crois que vous avez dit juste, je ne suis pas très habitué de la politique.
Et je continue à respecter le conseil que mon feu père m'avait donné de ne pas faire la politique. Je me préoccupe de la science, mais comme nous sommes dans un environnement actuel qui impose cela, je crois que depuis le début de la campagne, je m'exerce quand même à regarder ce que les uns et les autres font sur le terrain. Je trouve que la jeunesse aujourd'hui a véritablement compris que les enjeux sont à leur niveau. Il faut bien qu'ils proposent quelque chose de beaucoup plus concret et qu'ils soient beaucoup plus dynamiques. Oui. Je profite ici d'encourager tous ces jeunes qui ont pris réellement et qui ont ce courage justement d'affronter la politique de cette manière et d'apprendre justement la chose politique de façon directe et de façon significative. C'est très intéressant de voir des jeunes se mouvoir comme ce qui se fait aujourd'hui. Mais je reste encore avec un pansement au cœur qui est celui des offres justement de tous ces candidats qui jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on regarde par exemple les différentes interviews, les différentes présentations, on se retrouve avec des projets tels que nous allons faire des routes, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais vous n'avez pas l'impression que l'offre en matière de santé... Je n'ai pas l'impression que le domaine que je défends est assez représenté dans les programmes. Dans les programmes. Parce que généralement, la question que je pose souvent à tous ces politiciens, c'est: qu'est-ce que vous avez comme méthodologie pour lutter contre le paludisme? Parce que quand on sait que le paludisme peut faire dépenser énormément une famille en un mois, il faut bien s'attaquer à ce problème. Donc, ce sont des sujets récents et j'ose croire que ceux qui vont certainement gagner des mairies et des places à l'Assemblée pourront véritablement écouter ce message qui voudrait qu'il se penche sur la santé et l'éducation. Dans la ville de Douala, un bébé de 8 jours a été volé. C'est à l'hôpital de district de la Cité Verte. Le vol des bébés qui devient un phénomène récurrent dans nos différentes formations sanitaires. Comment en venir à bout de ce phénomène? Ok, ce qui est déjà sûr et certain, c'est que cet événement qui perdure en fait démontre déjà que notre système de santé a beaucoup de failles. Et c'est pas seulement à ce niveau du vol des bébés qu'on constate la faille du système de santé. J'ai souvent l'habitude de dire ici, je suis très content de savoir que le nouveau ministre avait pour feuille de route l'humanisation des soins. Parce que c'est quelque chose de très important. Sauf que nous n'avons pas encore, on n'a pas encore trouvé le contenu. Mais c'est déjà important d'y penser. Le problème ici, qu'il faut déjà d'abord premièrement comprendre, c'est que on a eu des signes, et pendant qu'on a eu ces signes, il y a beaucoup de choses qu'on a négligées. On a le vol de bébé aujourd'hui qui perdure, qui démontre déjà que le système a des failles, mais ce système avait déjà montré ses failles depuis, et on en avait parlé déjà, de savoir qu'il est inadmissible de savoir que vous êtes dans un système de santé, prise en charge par un système de santé, et que vos images se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ce sont les premières failles, et ce sont des signes qui démontrent déjà que le système de santé a beaucoup de failles. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est que des conséquences de tout cela. Parce que aujourd'hui, si vous n'êtes plus en sécurité à l'hôpital, si vous pouvez déjà aller à l'hôpital et qu'au moment où vous entrez, toutes vos images et vos informations se retrouvent dehors, ça veut dire que vous, vos bébés et toute votre famille et toute votre vie n'est plus confidentielle. C'est un problème d'éducation des masses. C'est un problème d'éducation des masses. Exactement. Vous indexez le système de santé a ceci de particulier. Qu'il a dans les fondamentaux ce qu'on appelle la promotion de la santé, qui n'est rien d'autre que l'éducation. On éduque la population qui est la demande de santé. On éduque également l'offre de santé sur la prise en charge, sur la méthodologie de prise en charge, sur la valorisation de l'humanité, ou de l'humain, je voudrais dire, sur l'humanisation des soins. C'est très important parce que aujourd'hui, lorsque vous arrivez, nous avons eu beaucoup de cas qu'on ne peut pas citer ici, beaucoup de gens qui se retrouvent
à l'hôpital, dont les photos se retrouvent dehors. Oui. Ça montre déjà que le système de santé ne nous protège plus. Et avec des sanctions à chaque fois qu'elles sont Mais intervenues du ministre de la Santé publique. Le problème, c'est que les sanctions sont nouvelles. Les sanctions sont nouvelles et datent de quelques mois. Nous avons justement un ministre qui est venu avec l'idéologie de l'humanisation des soins. Voilà, oui. Ce qui n'existait pas depuis. Donc vous pouvez imaginer à quel niveau les consciences étaient déjà constipées dans cette manière de faire. Donc, pour casser cela, il faut véritablement, et moi je continue à dire, monsieur le ministre, il ne faut pas hésiter de frapper et frapper plus dur que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Parlons à présent de l'épidémie de coronavirus qui fait ravage à travers le monde. Docteur Albert Zeu, 24 500 cas d'infection répertoriés aujourd'hui, un peu de partout dans le monde, en Asie, en Europe, en Allemagne, en Espagne, en France notamment, et en Amérique. On n'oublie pas les États-Unis où des cas ont également été repérés. Pas en Afrique pour l'instant. Est-ce qu'on doit être inquiet ? Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet? Nous devons être inquiets. Nous devons être plus qu'inquiets, en fait. L'inquiétude doit être d'autant plus grande en Afrique qu'ailleurs. Et je vais expliquer cela. Allez-y. Je dis cela parce que, premièrement, je vais me baser ici sur une étude que j'ai pu faire il y a de cela quelques années sur la capacité des systèmes de santé d'Afrique de répondre au choc sanitaire. Et je m'étais rendu compte que les systèmes de santé africains n'ont pas cette capacité de pouvoir gérer les chocs sanitaires, les risques sanitaires. Et ce sont donc quand vous êtes dans cette incapacité, quand vous avez des systèmes de santé qui n'ont pas justement donc des moyens de pouvoir faire face à ce genre de choses, vous devez beaucoup plus être inquiet et combattre maintenant à ce que aucune de ces maladies ne puisse entrer dans votre milieu. Parce que si vous n'avez pas de capacité à faire face à une maladie, vaut mieux ne pas l'admettre à l'entrée. Donc, du coup, nous avons ce travail qu'il faut faire de façon ardue. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que nous parlons du coronavirus aujourd'hui, mais je voudrais rappeler ici que depuis juillet 2018, nous sommes à plus de 2000 morts d'Ebola en RDC. C'est un fait réel. Et Ebola en RDC a surgi juste après Ebola de 2014 au Libéria. Nous avons vu ce que ça a coûté. Mais le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que je ne comprends pas en quelque sorte la mesure dans laquelle, ou alors l'environnement dans lequel nous vivons en Afrique et particulièrement au Cameroun, qui voudrait que lorsque nous avons des situations d'urgence internationale, que les gens restent tranquilles et qu'ils attendent lorsque ça commence véritablement à bousculer dur pour intervenir. Je voudrais dire ici que lorsque le monde entier fait face en 2014 à Ebola, au virus Ebola, je suis rentré au Cameroun, je crois que c'était en novembre 2014, et c'est à ce moment que j'ai commencé à écrire un protocole de prévention des risques sanitaires internationaux. Alors, le problème qui se pose, c'est que lorsque j'ai fini ce protocole, il était question ici déjà de doter notre pays d'un système d'alerte, un système de vérification à tous les niveaux d'entrée, pour que on puisse déjà être toujours en alerte, puisque ce n'est pas lorsqu'on va vous dire qu'il y a une maladie qui est née quelque part que vous allez commencer à construire des barrières. Il faudrait qu'on vive là-dessus, et c'était le moment de le faire, vu que nous étions en pleine crise Ebola. Et la crise Ebola qui est finie au Libéria, une autre a surgi en RDC, mais nous sommes restés tranquilles. Nous n'avons pas pu le faire. Et aujourd'hui, nous sommes quelque peu déjà embarrassés et dans l'état d'urgence. Et j'ai bien peur que nous puissions faire des erreurs
à un certain niveau. Alors, le ministre de la Santé publique a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté les différentes mesures prises par le Cameroun. Il déclare notamment qu'il y aurait une collaboration multisectorielle entre les ministères de la Santé, la DGSN, le ministère des Relations extérieures, le ministère des Pêches et de l'Élevage, afin de renforcer la surveillance épidémiologique aux différents points d'entrée aéroportuaire. Est-ce que selon vous, cela vous rassure qu'il y ait cette collaboration multisectorielle afin de barrer la voie au niveau des aéroports? La collaboration, elle est quelque chose de louable. Oui. Sauf que c'est ce que je suis en train de dire, que nous ne devons pas attendre qu'une situation arrive comme celle-là pour pouvoir mettre sur pied une collaboration. Parce que un pays qui protège ses populations doit être en éveil tout le temps. On ne devrait pas attendre que ça commence à brûler chez le voisin pour prendre des dispositions. C'est une collaboration qui doit être vivante, qui doit être actuelle et tout le temps. Et pour que nous puissions justement donc avoir une surveillance épidémiologique qui fonctionne à merveille. Et aujourd'hui, on aurait pu, vu le retard qu'on a accusé dans la prise en compte de cette maladie, les retards que nous avons accusés, on aurait pu... Vous estimez qu'on est en retard? Nous sommes en retard, vu que la maladie, c'est depuis décembre 2019. 31 décembre 31 décembre 2019. Et nous prenons des mesures à la fin du mois de janvier. Vous comprenez que on a perdu beaucoup de temps et entre-temps, on aurait pu déjà enregistrer des cas de maladie. Heureusement pour nous, nous n'avons pas une ligne directe Chine-Cameroun, sinon nous serons déjà dans une difficulté. Moi, je dis, aujourd'hui, il est question de mettre sur pied un système de surveillance épidémiologique renforcé, parce que le monde est continuellement en mouvement en ce qui concerne des pathologies et tout le reste. Donc, il n'est pas question de dormir. Et lorsque ça commence à brûler, qu'on commence maintenant à chercher qu'est-ce qu'on avait dit ou qu'est-ce qu'on avait fait. Il faut qu'on trouve des solutions qui peuvent justement donc protéger les populations. Alors, pour l'instant, aucun cas n'a encore été détecté en Afrique et au Cameroun. Néanmoins, un dispositif de riposte devra être réceptionné, du moins a été réceptionné ce jour par les autorités camerounaises. J'ai envie qu'on s'intéresse un peu au cas de la diaspora camerounaise, celle-là qui réside du côté de la Chine. À travers le monde, les grandes puissances s'activent pour rapatrier leurs concitoyens. Du côté du Cameroun, c'est un peu timide. Qu'est-ce qu'on devrait justement faire pour cette diaspora camerounaise en Chine? Doit-on rapatrier tout le monde en attendant que passe l'épidémie et après les faire repartir? Moi, je dirais ici qu'il faudrait qu'on soit lucide. En fait. Il faudrait qu'on soit très lucide. Il y a une chose qu'on dit généralement chez nous, c'est que lorsqu'un accident vous trouve dans un véhicule, il est préférable de rester sur place. Vous avez plus de chances de survivre lorsque vous êtes sur place. Parce qu'on a vu généralement que lorsque vous essayez de vous sauver, l'accident vous suit et ça vous écrase. On a un cas qui est arrivé avec nous tout récemment. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que d'entrée de jeu, je disais, l'Afrique aujourd'hui n'a pas de capacité à faire face à un certain nombre de choses. Et ça se démontre tous les jours. Alors moi, je pense que nos compatriotes qui sont de l'autre côté sont certainement dans un état de stress parce que vivant dans un environnement où vous savez que vous pouvez être infecté tous les jours, c'est très difficile. Je vous assure, c'est très difficile. Je peux le confirmer, sachant que j'étais sorti du pays au moment où Ebola chauffait beaucoup plus en Afrique et c'était pour aller dans une conférence africaine. Donc, vous êtes toujours en alerte et vous n'avez pas véritablement une certaine vie. Il suffit, à un moment donné, dans votre tête, vous pouvez commencer à faire même la maladie. Donc, je peux comprendre l'état d'esprit dans lequel il peut vivre. Mais ce qui est intéressant de dire aux gens, c'est qu'ils ont plus de chances de survivre en restant en Chine qu'en venant au Cameroun. Exposé au virus. Exposé au virus. Je le dis parce dans une ville qui a fait près de 490 morts. Je le dis parce que il est fort possible que vous puissiez, en quittant la Chine, être déjà infecté. Vous comprenez? Et qu'arrive au Cameroun, l'infection vient de s'aggraver.
et que vous venez au Cameroun faire la maladie, c'est automatique, vous allez mourir parce que le Cameroun n'a pas de dispositif. Ça, il faut qu'on le dise. Oui. Par contre, si vous êtes en Chine, vous voyez comment les Chinois sont en train de s'activer. Ils ont livré un hôpital en 10 jours. Espace de 9 jours. En espace de 9 jours. Et actuellement, ils sont déjà dans la prise en charge des cas. Donc, ça veut dire que vous avez une opportunité, vous avez une chance de plus de pouvoir survivre en restant là-bas. Lorsque je sais que la Thaïlande, par exemple, qui a enregistré 14 cas et qui a vu 5 cas déjà guéris, aucun mort, oui, ça donne espoir. Vous comprenez un peu. Le Japon également a enregistré un cas qui a été guéri. Ça donne également espoir. Oui, mais je me dis juste une chose. C'est que nos jeunes, ce dont ils ont besoin, c'est un accompagnement diplomatique. Oui. C'est-à-dire que l'ambassade rassure et que l'ambassade leur donne des moyens de subsistance. Mais moi, si on me posait la question concernant certainement leur retour au pays, je dis ils ont plus de chances de survivre en étant en Chine qu'en étant au Cameroun. Voilà, ils ont plus de chances, mais vous êtes d'accord avec moi que dans les autres pays, la France fait rapatrier, par exemple, ses concitoyens qui ne sont pas encore affectés par le virus. C'est aussi des vies à préserver. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Et je vous dis, la France le fait parce qu'ils sont capables de gérer un certain nombre de choses. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Le Centre Pasteur du Cameroun est celui qui a été identifié comme celui qui va faire les examens liés à la détection du coronavirus. Oui. Mais je vais vous dire une chose, M. Cédric. Ça fait quelques semaines, voire pratiquement déjà 3 semaines, qu'il y a une épidémie de rougeole qui sévit à Kribi, dont les échantillons ont été envoyés au Centre Pasteur, mais aucun résultat n'est sorti. Vous comprenez un peu? Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le Centre Pasteur est certes l'excellence en termes d'examen, d'examen biologique et tout le reste, mais la capacité du Centre Pasteur à livrer des résultats dans les jours ou alors dans le temps reste encore à vérifier. Donc ça veure dire que vous doutez de la capacité du Cameroun parce que le Centre Pasteur... Le problème, c'est que le Cameroun n'est pas prêt... Nous ne sommes pas prêts, il faut le dire. Oui. Nous ne sommes pas prêts à gérer ce genre de situation. Je vous assure, beaucoup de gens sont morts en laissant les examens en cours au Centre Pasteur parce qu'il y a un problème. Vous avez déjà fait un tour au Centre Pasteur pour regarder par jour le flux de personnes qu'il y a, le flux d'examens qu'il y a à faire, et vous regardez la capacité des laboratoires. Ça, c'est une réalité. Il faut comprendre que si les autres pays le font, on ne peut pas se comparer au système de santé français. Oui. On ne peut pas se comparer au système de santé américain et autres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas réellement se dire que nous allons faire exactement la même chose que ces pays. D'accord. Moi, je dis, ces jeunes, bien qu'étant dans un état de stress, ont besoin de l'accompagnement diplomatique, mais ils ont plus de chances de survivre étant en Chine. Rappelons qu'un numéro vert pour les personnes présentant des symptômes a été rendu public. Il s'agit du 15-10. Le ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbaye-Robé, vient d'interdire l'importation des produits halieutiques et d'animaux vivants frais ou congelés et non manufacturés provenant des pays abritant les foyers actifs de coronavirus. C'est une mesure louable. C'est une mesure louable. Ça fait partie des choses qu'il faut justement mettre sur pied. Oui. Mais le problème qui se pose, c'est que si la population camerounaise était consommatrice à un fort taux de ces produits, nous allons certainement donc trouver qu'il y aura un problème de faim qui pourra arriver. Oui. C'est pour cela que je dis, si nous avons été avisés dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas la guerre lorsqu'il y a déjà la guerre, Oui. on la prépare lorsqu'il n'y a pas la guerre. Donc, si nous avons été avisés et que nous avons mis sur pied un dispositif sanitaire de surveillance qui est robuste et significatif, je pense que ces mesures auraient permis aujourd'hui de pouvoir filtrer
à toute entrée ou à toute sortie, qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui n'est pas mauvais. Oui, revenons sur la maladie en elle-même. L'ambassadeur de Chine au Cameroun a tenu une conférence de presse, c'était le 3 février dernier, conférence au cours de laquelle il déclare que 485 personnes ont pu guérir de la maladie. Alors, est-ce qu'on en guérit? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à travers le monde, il y a un antivirus qui a déjà été retrouvé et qui permet effectivement de guérir de cette épidémie? Je crois que jusqu'à présent, les informations qui reviennent, c'est que les experts sont dans les laboratoires. Oui. Il y a eu des cas de guérison, ça c'est déjà avéré en Thaïlande, au Japon et un peu partout dans certains autres pays. Il y a eu des cas de guérison. Maintenant, il est question aujourd'hui d'approfondir justement des expériences et les évaluations dans les laboratoires pour voir exactement ce qu'il faut ou alors quelles sont les leçons à tirer de ces cas qui ont été guéris et qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour que cela soit fait. Je crois que ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui avec la construction de leur hôpital va certainement nous apporter des solutions dans les prochains jours. Y a-t-il des chances que l'épidémie se propage davantage? C'est Oui. vrai que selon l'OMS, on n'est pas encore au stade de la pandémie, mais est-ce qu'il y a des chances qu'à travers le monde, on enregistre dans les heures qui suivent plus de décès et plus de personnes ayant contracté le virus? Oui, c'est possible. Lorsque vous regardez la vitesse avec laquelle le virus a voyagé, du 31 décembre au 31 janvier, nous sommes à plus de 20 pays qui sont déjà touchés. Oui, 27 Donc, exactement. Voilà, exactement, 27 pays. Donc vous voyez que le virus, il continue d'évoluer et tous les jours, nous avons de nouveaux décès et de nouveaux cas. Donc le virus, il n'est pas venu pour dormir, il est venu justement pour infecter. Et il est possible que si rien n'est fait, heureusement que beaucoup d'autres sont en train de s'activer, il est possible que ça puisse encore plus évoluer. Mais je crois que beaucoup de choses sont en train d'être faites actuellement. Et je dis, il faudrait que les Africains puissent s'activer à ce que ça n'arrive pas sur le territoire. Justement, quel est le dispositif d'anticipation que vous conseillerez au Cameroun, par exemple? On souhaite que cette épidémie n'entre pas dans le pays, mais pour des cas à venir, par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure le cas d'Ebola, quel est le dispositif que vous préconisez aujourd'hui pour qu'on n'ait pas à être aujourd'hui exposé à ce type de menace? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce type de cas, on a 4 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsque nous n'avons pas de maladie dans le pays et pas de malade. Là, il faut mettre sur pied une prévention de niveau 1. C'est-à-dire qu'il faut empêcher à ce que la maladie puisse traverser et entrer dans le territoire. Le deuxième cas de maladie, le deuxième cas de figure, c'est que nous avons la maladie qui est présente dans le pays et que nous n'avons pas encore de cas. Ça également, c'est un cas où, dans ce cas, nous mettons sur pied une prévention de type 2 qui permet maintenant donc de repousser la maladie et de protéger la population pour que la maladie qui est déjà dans le pays ne puisse pas infecter la population. Maintenant, on a un troisième cas de figure qui est la maladie est absente et on a un cas déjà, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cas importé qui se retrouve sur le territoire. Ça également, c'est une prévention de type 2. Il faudrait qu'on puisse encadrer ce cas qui est arrivé pour qu'il ne puisse pas infecter la population. Et maintenant, le dernier cas de figure, c'est qu'on a la maladie effectivement. Et nous avons déjà des malades, qui est maintenant une prévention purement de type 3, qui nécessite maintenant donc, des méthodes de lutte contre la maladie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous ces différents cas de figure, il y a quelque chose qu'il faut faire, qui est l'éducation de la population. Donc, à chaque implémentation d'un type de prévention, il faut associer à cela l'éducation de la population. Je le dis pourquoi. Je me rappelle d'une histoire. J'étais encore beaucoup plus petit en 1994 et au sud Cameroun, il y avait eu tellement de morts et les gens avaient des symptômes tels que la diarrhée et les vomissements,
Les gens maigrissaient, ils ne mangeaient pas. Et du coup, c'était devenu très compliqué. Les gens ne connaissaient pas quelle était la maladie, d'où venait la maladie. Ils ne connaissaient pas le nom de la maladie. Et du coup, je me rappelle à l'époque, on appelait des gens, les villageois, ils avaient appelé ça Bakassi. Ils ont trouvé un nom comme ça, Bakassi, parce qu'à l'époque, il y avait la guerre à Bakassi. Et ils trouvaient que la maladie était venue leur faire de la guerre, en fait. Ils ont donc nommé la maladie Bakassi. Personne ne maîtrisait, en fait, les symptômes de la maladie. Personne ne maîtrisait la nature de la maladie et quelle était la maladie. Et je vous assure, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Et il y a même des cousins, étant encore tout petits, qui étaient décédés. Et certains étaient venus perdre leur vie déjà à la maison, venant du village. Oui. Et du coup, c'est resté comme ça. Et après la maladie, je sais pas comment ça s'est passé. Et puis la maladie s'est dissipée. Oui. Mais quelques années plus tard, on s'est rendu compte que c'était le choléra. C'était rien d'autre que le choléra. Alors, le choléra a réussi à détruire près d'un millier de personnes sans qu'on ne s'en rende compte. Pourquoi? Parce que la population n'était pas éduquée là-dessus. On ne connaissait pas ce que c'est que le choléra, ses symptômes et comment on peut faire face à ça. C'est pour cela que je dis, à chaque type de prévention, il faut ajouter l'éducation de la population. Des masses, oui. Donc, il faut éduquer les populations pour que la surveillance épidémiologique soit au top. Parce que si aujourd'hui, on commence à... Et vous voyez, le coronavirus a pratiquement les mêmes symptômes que la simple grippe que nous avons l'habitude d'avoir. J'ai même regardé l'autre jour, en Chine, aujourd'hui, dès que vous avez 37,3 de température, on vous isole. Ça veut dire que chez nous, il faudrait qu'on commence à éduquer la population pour que, au moindre petit cas, à la moindre petite suspicion, qu'on puisse déjà alerter le système de santé. Voilà, merci Albert Zeu. Le temps imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Je vous remercie énormément d'avoir fait le déplacement pour ces quelques éclairages. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de Humanitarian TV avec un nouveau client. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.